Un constat incroyable. En 75 ans, Israël est passé de la 118e place économique à la 4e puissance économique mondiale. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. On a fêté cette semaine les 75 ans de l'État d'Israël. Alors, économiquement parlant, entre le moment où Israël a été créé et aujourd'hui, on a fait des bonds incroyables. Tout à fait. Les 75 ans d'Israël, comme vous venez de dire, de l'indépendance depuis sa création en 48, a été la raison, l'objet pour les journaux de faire ce qu'on appelle un bilan. Et le bilan qui est fait, économique, qui est fait de ce qu'Israël a eu dans les 75 premières années de son existence, est vraiment, on pourrait dire, je crois, le mot fabuleux. En 1948, voici les chiffres. Israël est considéré parmi, je crois, à l'époque, il y avait près de 150 pays, 118e rang. 118e rang de l'économie mondiale ? Voilà, en 1948. Nous avons une population qui est juive, 650 000, d'après le chiffre, et aussi non-juive, 150 000. En tout, 800 000. Et à l'heure actuelle, nous sommes passés du 118e rang au 4e rang mondial. Maintenant, je vais donner des exemples pour montrer comment Israël a fait ce saut fabuleux du point de vue économique. Alors, en 1948, comme je le disais, une population totale de seulement 800 000 personnes totales, c'est-à-dire concernant juifs et tous ceux qui étaient avec eux, et non juifs. À l'heure actuelle, nous sommes 9,5 millions d'habitants en Israël. Je vous laisse calculer la différence énorme entre ce chiffre en 75 ans. Et on a une croissance de la population de 1,8% par an. C'est énorme par rapport à tout ce qui est les pays développés. Puisque le grand problème dans les pays développés, c'est que la population ne se renouvelle pas et est en déclin. Et au contraire, Israël a une augmentation, comme je viens de le dire, de 1,8%. Et parce qu'il y a toujours de l'ALIA, et aussi également parce qu'il y a à l'intérieur de la population une bonne fécondité qui fait qu'il y a un remplacement. Un taux de natalité assez important. Comme vous le dites, assez important. C'est ça qui explique le saut fabuleux qu'Israël a fait économiquement. Le fait qu'il s'est enrichi par les différentes aliotes et qui a été souvent des aliotes de qualité, qui a donné d'ailleurs au pays d'être hétérogène et d'avoir des capacités dans énormément de domaines. Maintenant, regardons à l'époque, point de vue par exemple de l'exportation. Il s'agissait à l'époque de quelques millions de dollars. Que donc la plupart de ça qu'elle exportait en 1948, c'était les agrumes, les oranges de Jaffa qui étaient connus à ce moment-là. Disons, c'était ça l'exportation. Aujourd'hui, ça a changé. 260 milliards dollars d'exportation en fin 2022. Record historique. Et c'est-à-dire que chaque année on augmente et chaque fois il y a une augmentation et on le sait que par exemple la haute technologie a une très très grande part dans cette exportation-là, je crois de l'ordre de 30 à 35%. Et donc c'est également une exportation de qualité. Golda Meir s'est plainte une fois en rigolant. Je comprends pas. Moshe a fait tourner les enfants d'Israël à l'époque dans le désert pendant 40 ans pour les amener au seul endroit dans le Moyen-Orient où il n'y a pas de pétrole. Donc c'est ce qu'elle avait dit. Maintenant, quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, Israël en 2023, 60% de l'énergie qu'elle consomme actuellement, c'est sa propre énergie. Elle n'a besoin donc d'importer que 40%. C'est quoi? Bien entendu, on en parle souvent ici, le gaz, mais aussi un peu de pétrole qu'on a trouvé avec le gaz. Mais c'est également toute l'énergie renouvelable. Il y a eu encore cette semaine, j'ai vu, dans Emek Yezreel, ça sera le plus grand champ de panneaux solaires qui va être installé en Israël, qui va fonctionner dans plusieurs années et qui va donner qui va produire de l'électricité. Tout ça montre également que aussi point de vue énergie qu'Israël donc elle s'est trompée Golda Meir, évidemment, bien sûr, et qu'Israël a fait un grand bond. Dernière chose dire par rapport à la population, Israël est considéré comme une moyenne parmi les pays européens. Vous savez, il y avait 7 pays dans l'Union européenne et le fait d'avoir maintenant, comme je l'avais dit au début,
9,5 millions d'habitants. C'est ce qu'on appelle la médiane par rapport aux pays européens. Donc c'est énorme. On voit un pays jeune qui en vérité est dans la moyenne des pays européens, point de vue population, seulement en 75 ans, alors qu'elle avait tellement peu de chiffres au départ de son existence. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles et ça nous fait plaisir, franchement. On va parler d'un autre sujet tout de suite. Ça concerne l'or. On en a beaucoup entendu parler parce que l'or a augmenté de 10% depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'il faut acheter de l'or? Est-ce que c'est le moment, Daniel? Je vous pose la question. D'abord, c'est une question que je vois que dans tout le monde entier, les économistes se demandent. Ma première réponse, et surtout pour les hommes qui sont nos auditeurs ou téléspectateurs, oui, achetez de l'or pour vos femmes et vos filles, parce que surtout en bijouterie, ça leur fait plaisir. Mais disons, ça, à part, c'est une valeur sûre, et la femme et également l'or. Maintenant, au-delà de cette plaisanterie, c'est un sujet qui en vérité montre où en est l'économie mondiale et surtout financière à l'heure actuelle. Dans les années 2021, le lingot d'or a atteint $2069. Maintenant, on est autour de $2000 le once, et donc un petit peu plus bas, mais c'est très très important puisque, comme vous l'avez dit, au début de l'année c'était 10% de moins, et surtout en octobre-novembre dernier, on était autour de $1600, donc c'est énorme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Pourquoi les économistes parlent de ça beaucoup? Je ne sais pas si les gens ont entendu ça. Même des Olim sont venus me dire, j'entends que le dollar vient bientôt disparaître, c'est-à-dire disparaître des échanges internationaux. Pourquoi? On entend que qu'il y a des pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, avec le Brésil, etc., la Chine, qui commencent à faire des contrats entre pays, non pas libérés en dollars, mais libérés en yuan ou dans d'autres monnaies. Pourquoi? Pour casser le dollar, pour dire que, c'est aussi un problème politique, bien entendu, pour dire que le dollar ne doit plus être la monnaie qui décide. Parce qu'en fait, ceux qui écoutent notre chronique et qui doivent, souvent j'en parle ici, ce qui se passe même en Israël est dicté par ce qui se passe par l'économie américaine. Si la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, augmente ses taux, vous allez voir que la Banque d'Israël va augmenter plus ou moins de la même chose. Et c'est pas seulement elle, la Banque centrale européenne va faire de même. Et donc, oui, c'est la Banque américaine qui décide, la Banque centrale américaine qui décide, qui donne le là. Pourquoi? Parce que l'économie américaine est dirigeante, point de vue de son dynamisme et point de vue de beaucoup de choses et de centres financiers, etc. Et aussi parce que les échanges internationaux se font pour l'instant, la plupart du temps, en dollars. Alors, il y a quelques voix, comme je vous ai dit, qui disent que il faut faire attention, le dollar va finalement être très, très affaibli dans les prochains temps et que il va plus être la monnaie d'échange. J'ai vu des démentis et très, très sérieux, et même de quelqu'un de la Commission européenne, une analyse. Je n'y crois pas, moi. Personnellement, je crois que le dollar va rester, en tout cas dans les prochains temps qu'on peut voir, une monnaie primordiale, mondiale et dans les échanges. Mais ce qui est sûr et ce qui est possible, il y a à l'heure actuelle, et ça, et c'est pas fini, et il y a une crise économique et financière. C'est-à-dire, on le voit, on en a parlé des faillites ici, et on s'attend à une récession et en Amérique et même en Europe. En Israël, pour l'instant, on n'en parle pas. C'est le seul pays où on ne parle pas vraiment de récession. Mais quand il y a des trucs, quand il y a des troubles de ce genre, comme vous avez dit, l'or est une valeur refuge. Il faut en avoir dans son portefeuille. Ce qui est important de dire, c'est la chose suivante. C'est qu'à l'époque, les gens, quand ils voulaient acheter de l'or, ils achetaient des lingots ou des Napoléons. Maintenant, les gens font plus ça. Parce qu'il faut, pour ça, louer un coffre à la banque. Et alors, puis ça s'abîme. On achète des papiers qui valent de l'or. C'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais ETF, en hébreu Tudatsal, panier d'or. C'est-à-dire on achète surtout des actions ou des obligations qui sont d'entreprises de mines d'or. Et donc, d'abord, c'est plus tellement stérile parce que ça peut souvent donner des dividendes et aussi des intérêts si c'est des obligations. Et donc, il est préférable, il est surtout conseillé par les analystes financiers. Il y a d'ailleurs en Israël, ça existe, on peut l'acheter même en part du shekel comme ça, et d'acheter l'équivalent or en papier. D'accord. Donc ça, c'est le conseil de Daniel Guggenheim. Donc si vous avez envie d'acheter de l'or, eh bien, faites-le, mais d'une façon plus moderne.
Tout de suite, l'Arabie Saoudite. Alors, pendant que certains, on va dire, high-techistes, patrons veulent enlever leurs capitaux de l'économie israélienne, eh bien, l'Arabie Saoudite cherche, elle, à investir. Alors, ça ne se fait pas au vu et au su de tous, mais en douce, il y a des milliards qui sont injectés dans le high-tech israélien. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Daniel ? On en parlera. D'abord, s'il faut s'inquiéter, si l'Arabie Saoudite a des vues sur le high-tech israélien. Mais d'abord, je voudrais revenir d'où cette nouvelle est arrivée. C'est très étonnant. L'Arabie Saoudite a un fonds de richesse, c'est-à-dire il a du pétrole, ça on le sait, et de manière énergétique. Et de ça, ils ont un fonds de richesse qui leur donne beaucoup d'argent, qu'ils veulent le faire fructifier. Comme en Israël d'ailleurs, ça existe pour le gaz. Et cette société-là s'appelle Sinabil. Pour la première fois, et on ne sait pas la raison, elle a publié officiellement son portefeuille d'investissement. Où est-ce qu'elle a investi ? C'est rare ça, parce que d'habitude c'est très caché tout ça. Tout à fait. C'est un article, d'ailleurs, il faut le citer dans Globe, c'est une revue de presse ici, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, hein, j'ai vu ça, et c'est un article sérieux qui a une source officielle qui vient de l'Arabie Saoudite. On ne sait pas pourquoi, parce que c'est la première fois qu'elle le fait. Et alors, les gens commençaient à voir de quoi est composé ce portefeuille d'investissement. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Que beaucoup de fonds d'investissement de cette société Sinabil sont des capital risques ou des sociétés d'investissement qui sont spécialisées dans les sociétés israéliennes du high-tech et spécialement de la cybersécurité. Et il y a des sociétés comme Sanic, Cybersecurity, qui sont des sociétés extrêmement connues. Et ces sociétés donc qui font écran ont une participation très importante dans les sociétés israéliennes, parfois 30 à 40%, voire plus, de ces sociétés dont je viens de parler, du cybersécurité. Alors, vous avez parlé de danger. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Ah oui, c'est la première question qui vient à l'esprit. Alors, ils disent comme ça. Et ils ont demandé la question d'ailleurs au spécialiste qui a fait l'analyse. Ils disent comme ça. Il faut savoir que l'investissement de l'Arabie Saoudite n'est que financier. Pourquoi ? Parce que cet investissement ne leur donne que du droit à siéger dans les sociétés qui sont dans le directorat des sociétés qui sont écrans, dont je parle maintenant. Mais à aucun cas, ils ne peuvent connaître ce qui se passe dans la société en dessous, c'est-à-dire les sociétés israéliennes de cybersécurité. Et donc, il n'y a pas de danger à ce niveau-là que ces investissements soient faits parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans la technologie israélienne. Pas du tout. C'est uniquement parce qu'ils ont entendu... C'est rentable, parce que c'est rentable. Parce que c'est rentable. Okay. Maintenant, je voudrais dire un petit scoop aussi là-dessus qui le prouve. Non seulement dans l'Arabie Saoudite, encore on entend, c'est un peu l'accord d'Abraham qui continue, mais le Qatar est considéré comme un pays encore plus hostile à Israël. Il faut savoir qu'à la fin 2022, une société israélienne de high-tech, Sanic, avait un problème de liquidité, comme beaucoup de sociétés de high-tech. Et c'est une société de Qatar d'investissement qui a immédiatement été d'accord d'investir 200 millions de dollars dans la société israélienne. Ça veut dire que ces pays-là, d'abord, et souvent ça va d'ailleurs comme ça, avant de devenir politiquement nos amis, économiquement ont des liens très importants, parce qu'ils y voient leur intérêt économique d'abord. Okay. Et Daniel, pour terminer cette chronique, puisque nous avons 75 ans, on a commencé comme ça, on va terminer comme ça, on voudrait savoir quelles vont être, on va dire, les perspectives économiques israéliennes. Est-ce que notre vie va changer dans les années à venir ? Oui. On dit souvent que la prophétie, vous savez à qui elle est donnée maintenant, mais... malgré ce qu'on dit, et malgré qu'on dit souvent ou également que les économistes se trompent beaucoup, et comme les météorologues, voire plus, je voudrais quand même ici donner quelques perspectives. C'est intéressant, comme vous le dites, après les 75 ans, pour voir, pas dans les 75 ans prochaines, dans les années à venir, tout à fait, parce que c'est des choses qu'on voit déjà, et que c'est évident qu'on est dans ce processus-là, et que c'est des choses qui vont vraiment changer. D'abord, nos villes vont changer du fait nous avons parlé de la population qui augmente et qui va continuer à augmenter. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va construire de plus en plus haut dans les villes. Je donne même un exemple. J'ai vu cette semaine que à Talpiot, vous savez, il y a un centre commercial, on dirait historique, qui s'appelle Achim Israël, les frères d'Israël, qui va être détruit.
et il va être transformé en tour de 23 étages, où une partie sera pour habiter, une partie sera du commerce. Ce qui passe à Alpiot, et on le voit dans plusieurs quartiers de Jérusalem, ça se passe dans toutes les villes, ça va s'accentuer. Il y a une grande modernisation des immeubles un peu vétustes, il y a beaucoup de nouvelles constructions. Et en fait, mais ça veut dire qu'on va construire encore beaucoup plus haut qu'on est maintenant. On a beaucoup de villes, Jérusalem, c'était pas Tel Aviv avant, il n'y avait pas tellement de gratte-ciel. En fait, mais c'est pas seulement Jérusalem, tout le pays, tous les centres urbains, c'est un processus qui arrive. Un second processus d'ailleurs qui est un peu lié à ça aussi, et Israël avait énormément de retard dans le transport public. Pour diverses raisons, je pense historiques aussi, que le train, à mon avis, au début, il y avait des problèmes de sécurité pour le pratiquer, parce qu'il y a un attentat, vous vous rendez compte, c'est tout le train et, qui va sauter. Et il avait été décidé, ces dernières années, de donner des investissements très, très importants dans la modernisation du train et dans la construction de nouvelles lignes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'Israël est un petit pays relativement, et qu'à cause de ça, les gens ne sont pas assez disséminés dans le territoire, parce que ça met trop de temps pour aller il y a un problème clair, il existe toujours d'ailleurs, de mobilité. Tout à fait. Et il y a trop de transports privés, et donc il faut absolument que le gouvernement le fait, comme les précédents. Il y a eu, par exemple, cette semaine, une décision sur un investissement de 60 milliards de shekels jusqu'à l'année 2026 pour la modernisation du train, et donc 46 milliards de shekels pendant les 2 ans-là, pour des nouvelles lignes. Ouais. Et également, cette semaine, il a été décidé, et c'est plus à l'état de projet maintenant, vous savez, le fameux train qui va aller de Eilat à Kriyat Shmona, 200 millions de shekels vont être déjà mis le nord au sud. Le nord au sud, et ça veut dire que maintenant, c'est vrai que j'ai lu, ça va mettre entre 4 et 5 heures à l'heure actuelle pour aller du centre à Eilat, ça mettra 2 heures quand ça sera fait. Et ça sera pour une partie pour les personnes, et une partie bien entendu pour les marchandises. C'est aussi quelque chose c'est évident qui va se faire. Une dernière chose que je voudrais terminer par là, c'est point de vue financier, vous savez, c'est ma spécialité, la finance ici, c'est la digitalisation. D'ailleurs, la Banque d'Israël parle qu'il n'y aura plus de shekels, et qu'il va y avoir plus un shekel digital. C'est son but. Il a commencé à supprimer complètement la monnaie. La monnaie, voilà. Apparemment, dans les prochaines années, de plus en plus, d'ailleurs, vous voyez quand vous faites vos courses ou autres, il y a de plus en plus de choses, on a parlé même ici, de choses robots et d'autres trucs comme ça, et d'inventions de ce genre. Il y aura c'est pas vraiment en Israël, mais vous allez le voir, en Israël, on va vous obliger à vivre de plus en plus avec le digital, que ça soit dans vos courses, que ça soit dans vos moyens de paiement, ou que ça soit aussi face à la banque. D'ailleurs, beaucoup de banques, vous avez remarqué, ferment de plus en plus leurs portes et obligent les gens à passer au digital, et également par rapport à tous les services qu'on aura de l'administration ou autre. Donc, on va de plus en plus entrer dans une vie de digitalisation. Digitalisation. Bon, on espère que ce sera un plus pour nous. Pas évident, mais en tout cas, on va gagner du temps, peut-être, ça me paraît clair. Merci en tout cas, Daniel. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.